Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers étudiants, bonjour pour cette séance de mardi 14 avril. J'aimerais vous faire une petite partie du cours concernant les tests d'hypothèse parce que je considère que, étant donné les circonstances, nous avons déjà parlé, vous avez déjà fait les choses qui concernent l'estimation par intervalle de confiance et nous avons fait des exercices qui concernent cette partie-là. Aujourd'hui, je vais essayer de regarder avec vous la partie test d'hypothèse, mais avant de la faire au niveau exercice, j'aimerais vous la faire sous forme de cours. Et donc, j'espère que vous arriverez à suivre les choses que je vais vous dire afin d'aller de l'avant et dépasser cette période difficile. Et je sais bien que c'est très difficile vu les échos que j'ai à partir des messages reçus par les étudiants. Et je sais bien que c'est encore plus difficile parce que le nombre d'étudiants sur le Microsoft Teams frôle un petit peu les 200, alors que normalement vous êtes au nombre de 400 apparemment, ou vers les 400 étudiants. Et ça me fait peur. Mais bon, j'espère qu'on va dépasser cette période difficile et que tout rentrera dans l'ordre d'ici peu, Inch'Allah. Bon, la partie test d'hypothèse est une procédure statistique pour décider entre deux hypothèses dont une seule est vraie. En même temps, donc elles sont séparées. Une que l'on appelle l'hypothèse nulle ou l'hypothèse référence, niveau 0, et l'autre qu'on appelle l'hypothèse alternative, qu'on notera H1 par opposition à H0. Donc, on se fixe des choses qui concernent cette procédure statistique, à commencer par... D'abord, je vais parler un petit peu des différents tests, des sortes de tests d'hypothèse. Il y a deux grandes classes. Les tests paramétriques, ça concerne les paramètres d'intérêt au niveau des études statistiques, et des tests non paramétriques, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus général, et d'ailleurs ils sont moins puissants que les tests paramétriques, mais on ne va pas les traiter dans notre cours vu le temps que nous avons pour essayer d'avoir une idée sur ces notions-là. Donc je vais parler des tests paramétriques. Et les tests paramétriques utilisent généralement l'une des lois d'échantillonnage que nous avons vues. Et donc, vous allez revoir les choses que vous avez déjà vues quand on parlait des lois d'échantillonnage en statistique descriptive. Bon, un test d'hypothèse fait le choix entre deux qui sont notés H0 et H1. On associe des probabilités à ces deux hypothèses-là. Il y a la réalité et il y a la décision statistique qui est prise au vu des données que nous avons dans notre étude statistique. Donc, la réalité, c'est celle-là. C'est ce que j'ai mis un petit peu en ligne. C'est soit H0 est vrai, soit qu'elle est fausse en réalité. Et la décision statistique va soit la déclarer vraie, soit la déclarer fausse. Et les probabilités qu'on associe à ces quatre états en fait, parce que nous avons deux possibilités pour la réalité et pour la déclaration statistique, et le croisement des deux nous donne quatre états. La probabilité 1 moins alpha, c'est la probabilité de déclarer l'hypothèse nulle H0 vraie alors qu'elle est vraie. Et alpha, c'est le complémentaire, c'est la probabilité de déclarer H0 fausse alors qu'elle est vraie. Et de la même manière, la deuxième manière de se tromper, c'est de déclarer H0 vrai alors qu'elle est fausse. Et la probabilité qu'on associe, c'est la probabilité bêta. Et
la probabilité de la déclarer fausse alors qu'elle est fausse, c'est une situation avec une probabilité 1 moins bêta. Donc, les deux cas qui sont là, ce sont des cas qui sont bénéfiques pour nous parce que ça serait bien qu'on ait ces deux situations. Et là, ce sont des choses qu'on n'aimerait pas et leurs probabilités alpha et bêta doivent être le plus possible pour décider, pour travailler, pour aller de l'avant. Les hypothèses entre guillemets que je prends ici parce que l'hypothèse H0 doit vérifier quelques propriétés. La première pour nous, c'est qu'elle soit facile pour qu'on puisse faire les calculs, pour qu'on puisse travailler. La deuxième, c'est qu'elle ne soit jamais contredite par le passé, parce que si elle a été contredite par le passé, le simple fait d'en parler, il y aura des gens qui vont dire mais avant on a démontré que c'était pas vrai. Et la troisième hypothèse entre guillemets que doit vérifier le H0, c'est qu'elle soit une hypothèse de prudence. Il faut faire attention, il ne faut jamais brusquer les gens avec de nouvelles choses. C'est très important. Pour quelque chose, nous essayons de prendre toujours une situation un petit peu plus prudente vis-à-vis de ce qui va se passer et qu'on aimerait bien avoir. Et donc, le fait que nous ayons une hypothèse facile, jamais contredite par le passé et de prudence, ça la rend inintéressante. D'où le nom de hypothèse nulle. C'est pas péjoratif, parce que nul, ça peut avoir une connotation péjorative. Non, c'est pas ça. C'est l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse H niveau 0. Mais bon, on aimerait bien ne pas l'avoir. On aimerait bien avoir l'hypothèse alternative. Et donc, l'erreur de première espèce, c'est le fait de déclarer H0 fausse alors qu'elle est vraie. Et de la déclarer vraie alors qu'elle est fausse, c'est une deuxième manière de se tromper, et c'est ce qu'on appelle le risque de deuxième espèce. Le 1 moins bêta, on l'appelle la puissance du test. Le bêta, c'est la probabilité de déclarer une hypothèse vraie alors qu'elle est fausse. Et le 1 moins bêta, c'est le fait de la déclarer fausse alors qu'elle est fausse. Et le 1 moins bêta, c'est la puissance du test. Enfin, si vous regardez le tableau où nous avons mis les probabilités, nous avons parlé de toutes les probabilités sauf la 1 moins alpha. Enfin, le 1 moins alpha, on s'en fout. D'ailleurs, on peut lui donner le nom de confiance, mais tellement l'hypothèse H0, on n'aimerait pas l'avoir, qu'on ne parle pas de confiance là-dedans. Il n'y a pas de confiance à faire là-dedans. Il y a différents types d'hypothèses. On peut tester H0 qui concerne, on va considérer que l'hypothèse nulle, c'est H0, celle qui ne nous intéresse pas proprement dit dans notre étude. La pratique, on aimerait bien que le alpha et le bêta soient petits, mais en pratique, on se focalise sur H0 et sur le alpha. On essaie de se fixer le alpha le plus petit possible, généralement 5%, et puis on essaie de regarder au vu de notre échantillon ou nos échantillons, ou accepter ou refuser H0. Les différents types de tests, nous avons des tests qu'on appelle unilatérales. Ça veut dire qu'on essaye de mettre l'erreur d'un seul côté. Et généralement, si vous voyez un petit peu je considère la courbe qui concerne la loi d'échantillonnage, qui soit une loi normale, soit une loi de Student. Pour une loi de qui 2, elle est comme ça. Enfin, normalement, unilatéral, ça veut dire que je mets tout ce que la région de rejet de H0, ça sent qu'elle est vraie parce que je vais travailler sous H0.
Et donc, le risque d'erreur, je le mets que d'un seul côté. Ça, c'est unilatéral à droite. Si je prends une autre et que je le mets le alpha ici, ça me fait unilatéral à gauche. Donc je mets tout d'un seul côté. Enfin, je considère que l'hypothèse alternative ne va que d'un seul côté par rapport à l'hypothèse nulle. L'autre type de test, c'est le test bilatéral. Bilatéral, ça veut dire deux côtés. Enfin, dans ce cas-là, je vais prendre ici un alpha 1, et je vais prendre ici alpha 2, avec alpha 1 plus alpha 2 est égal à alpha. Et ce qui est entre les deux, c'est 1 moins alpha. Et donc, la région de rejet, ça va être formée de deux côtés. Bilatéral, la région de rejet va être formée de deux parties, une pour le côté gauche, un pour le côté à droite. À droite, j'ai le droit de faire ce que je veux pour alpha 1 et alpha 2. Mais généralement, on prend alpha 1 égale alpha 2 égale alpha sur 2. Parce que le fait de se tromper, on a toujours l'idée qu'on se trompe de la même manière, que ce soit vers la droite ou vers la gauche, et donc il y a un côté bilatéral symétrique qui se met en marche. Donc normalement, généralement, quand on choisit alpha 1 et alpha 2 différents, il faut justifier pourquoi. Et généralement, ça veut dire que nous sommes en train de manipuler les données afin d'avoir une région d'acceptation ou bien une région de rejet qui nous rend service. Et ça, c'est bien d'un point de vue dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas manipuler les données, il faut laisser les données dire ce qu'elles ont et essayer de prendre la décision adéquate qui va avec. C'est pas d'un point de vue, logique, que de manipuler les données afin d'avoir les choses qui nous intéressent spécialement. On laisse les données faire les choses naturellement et généralement le choix latéral symétrique est un choix qui est logique, qui n'a qui ne demande pas à être justifié davantage. Alors que si alpha 1 et alpha 2 sont différents, il faut justifier cette écriture-là par des connaissances, par ce qu'on veut. Mais il faut être sérieux à ce niveau-là et ne faire que le choix de alpha 1 égale alpha 2 égale alpha sur 2.